Et le sujet qui intéresse le plus de monde aujourd'hui, c'est quelles sont les causes de la chute des cheveux et quelles sont les solutions qui existent sans trop d'effets secondaires ou pas du tout d'effets secondaires pour stabiliser une chute de cheveux. Et pour ça, je vais demander à Christian de venir. Christian Parmentier-Ménétré. Il est un peu de ma famille puisque c'est mon fils. Mais il se trouve que c'est un des meilleurs spécialistes actuellement de la lutte contre la chute des cheveux. Il dirige un grand laboratoire en France et il va nous expliquer avec Nathalie, qui travaille également dans le même métier, les causes de la chute et surtout avec les antichutes naturelles, parce qu'on sait qu'avec les antichutes, on va dire médicamenteux, il y a des effets secondaires. Et il va nous parler de tout ça. Christian, c'est à toi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, bonjour à tous, même si on s'est rencontrés un petit peu au... Moi, je ne me lève plus, c'est fini. Oui, c'est trop dangereux là-bas. Je vais faire attention. Donc, vous venez de découvrir les techniques médicales pour la correction de la calvitie. Vous allez découvrir tout à l'heure des techniques non médicales donc pour y remédier. Donc, Nathalie et moi-même, nous allons, quant à nous, vous parler des causes de la chute des cheveux et surtout des antichutes naturelles qui ont fait de très grands progrès depuis plusieurs années. Donc, je vais vous dire rapidement le plan, comme ça vous verrez à peu près où on en est dans la conférence. Donc, d'abord, je vais vous présenter très très rapidement le cycle pilaire, mais c'est important pour bien comprendre comment les antichutes peuvent fonctionner. Ensuite, on va parler des causes de la chute des cheveux qui, comme vous le verrez, ne sont pas toujours celles qu'on croit. Des médicaments chimiques contre la chute des cheveux, des antichutes naturelles à avaler, des solutions topiques, c'est-à-dire les solutions par voie externe qu'on verra très 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 rapidement, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Et enfin, les bienfaits des antichutes pour les patients qui vont avoir recours à des greffes capillaires, puisqu'il y a aussi vraiment quelque chose d'intéressant à ce sujet. Voilà, ici. Donc, nous allons commencer par le cycle pilaire vraiment très rapidement parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça par cœur. Donc, le cycle capillaire, il est important de le connaître pour faire un bon diagnostic parce que c'est toujours, comme dans tous les domaines, à partir du moment où on connaît bien le problème du patient, qu'on peut lui apporter la solution la plus adaptée. Donc, le cycle pilaire, il est, comme vous le savez, composé en 3 phases. Donc, la phase anagène, c'est la phase la plus longue qui va durer entre 2 et 5 ans et c'est la phase de croissance du cheveu. Après, nous avons la phase catagène, qui est une phase qui dure environ 3 semaines, qui est une phase stable où il ne se passe pas grand-chose finalement. Et puis la phase télogène, qui va être le stade pendant lequel le cheveu mort va tout simplement être expulsé du cuir chevelu. Et puis c'est là où on va le retrouver au fond du lavabo ou sur les épaules des vêtements. Et c'est là où, en général, quand on a un problème, on s'aperçoit que c'est un petit peu traumatisant. Donc, une chose que la grande majorité du public ignore, c'est que le nombre de cycles pilaires est limité. C'est-à-dire que les cheveux ne vont pas pousser, tomber, puis repousser indéfiniment. On a vu tout à l'heure dans la greffe des sourcils, on a parlé justement que les personnes qui s'épilaient les sourcils trop souvent finissaient par ne plus avoir de sourcils à certains endroits. C'est justement la même chose pour les cheveux, c'est-à-dire qu'on a à peu près 25 à 30 cycles pilaires, et si les cycles pilaires s'accélèrent, on va avoir des problèmes de zones qui vont devenir clairsemées. Donc on a vu tout à l'heure que normalement les cycles pilaires durent à peu près entre 2 et 5 ans. On a à peu près 25 à 30 cycles pour toute la vie, donc en théorie, on devrait avoir des cheveux pour toute la vie. Sauf qu'il va se passer divers événements, les cycles pilaires peuvent subir des agressions, et dans ces cas-là, ils vont s'accélérer, ils vont durer moins longtemps, et c'est là qu'on va avoir des zones clairsemées qui vont apparaître, voire des zones complètement chauves sur cette partie du crâne. Un petit aparté qu'on n'a pas dit, la plupart des gens connaissent bien sûr, c'est comme vous le savez, surtout chez les hommes, on ne perd pas ses cheveux partout, on perd ses cheveux sur le dessus, au niveau de la tonsure et au niveau des golfes. C'est pour ça qu'il y a toujours cette zone donneuse qui reste. Et donc, pour les antichutes capillaires et pour tout le même principe, on va toujours bien sûr agir sur les parties qui peuvent se dégarnir, puisque les autres parties n'auront pas ce problème. Donc ça, j'ai
Tu peux être un peu plus vite en parole qu'en diapositive, ça c'est parce que je suis un peu enthousiaste. Les causes de la chute, donc là j'ai sous-titré cette rubrique, elles ne sont pas celles que l'on pense, car vous allez le voir, là encore, beaucoup d'idées fausses circulent sur le sujet. Ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes sont un petit peu sceptiques vis-à-vis du rôle possible des antichutes, et pourtant, croyez-moi, et on va le voir tout à l'heure, il est vraiment possible d'obtenir des résultats vraiment probants sur un grand nombre de personnes. Alors, on va étudier rapidement les différentes causes de la chute, et on va s'apercevoir un petit peu qu'il faut peut-être bousculer les idées reçues. Quand on se promène dans les rayons des pharmacies, on s'aperçoit qu'on a énormément de fortifiants à base de minéraux, à base de vitamines, qui vont agir contre la chute carentielle. Et on va avoir tendance à penser que la principale raison de la chute de cheveux, c'est une chute carentielle. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Les chutes carentielles existent, bien évidemment. En général, ce sont plutôt des carences en fer, qu'on va d'ailleurs plutôt constater chez les femmes. Mais une personne qui a une alimentation normale, qui n'a pas une alimentation déséquilibrée, n'a aucune raison d'avoir suffisamment de carences en vitamine B, par exemple, ou en zinc, pour pouvoir avoir une chute de cheveux qui soit vraiment très voyante et surtout qui dure sur le long terme. À vrai dire, l'important à savoir dans la chute des cheveux, c'est l'importance de l'hérédité. La quasi-totalité des chutes de cheveux masculines, qui représentent à peu près 90% des chutes de cheveux masculines, et la grande majorité des chutes féminines, sont en effet héréditaires et elles sont liées aux androgènes. Les androgènes, c'est tout simplement les hormones mâles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle souvent de chutes androgéniques, chutes liées aux hormones mâles. Plus exactement, elles sont plutôt liées à une sensibilité accrue à la dihydrotestostérone qui s'appelle la DHT. Alors, la DHT, c'est une hormone qui est produite par la rencontre de la testostérone, donc des fameuses hormones androgènes, et d'une enzyme qu'on appelle la 5-alpha-réductase. Voilà. Une augmentation de la testostérone ou une augmentation de la 5-alpha-réductase va faire une rencontre entre les deux et on va avoir beaucoup plus de problèmes de chute de cheveux. Cependant, ça reste un problème héréditaire, c'est-à-dire que certaines personnes ne seront pas sensibles à ce problème, c'est pour ça que tout le monde ne perd pas ses cheveux, et que d'autres personnes vont être sensibles à ça, et en général, c'est vrai que cela vient des parents ou des grands-parents, et on s'aperçoit que quand quelqu'un dans la famille perd ses cheveux, souvent le frère, le père ont le même problème. Donc l'importance des androgènes, donc des hormones mâles, on pense aussi souvent que la testostérone n'est présente que chez les hommes, donc pourquoi les femmes auraient des problèmes de perte de cheveux? En réalité, pas du tout. La testostérone est présente aussi bien chez les hommes que chez les femmes, alors bien évidemment pas au même niveau, c'est d'ailleurs pour ça que les femmes ne deviennent jamais chauves comme les hommes, ou très très rarement, mais chez l'homme, la testostérone est issue des testicules, chez les femmes des ovaires et chez les deux sexes des glandes surrénales également. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer, c'est la chose peut-être la plus importante de toute la conférence, c'est comprendre exactement en quoi cette augmentation de la dihydrotestostérone va agir sur la chute des cheveux et quel est le processus. Parce qu'à partir du moment où on a compris ce processus, on va pouvoir comprendre comment les antichutes peuvent aider à, en tout cas, résoudre ou à minimiser le problème. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir, sous l'action de la dihydrotestostérone, quand on a un terrain héréditaire à ce problème, on va avoir déjà une altération du cycle pilaire. Donc on a vu tout à l'heure que le cycle pilaire commençait par la phase anagène, et c'était la phase pendant laquelle le cheveu allait pousser. Donc sous l'action de la DHT, le cheveu, au lieu de pousser en longueur et en épaisseur, et donc donner du volume et une masse de chevelure intéressante, il va rester au niveau de duvet. Il va commencer à pousser et puis il va arrêter sa vie ici, au niveau de duvet. Et pendant les 2, 3, 4, 5 ans de la phase anagène, il va rester au niveau de duvet. Et c'est pour ça qu'on va avoir des zones de plus en plus importantes qui vont être clairsemées. En revanche, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que même s'ils ne sont pas visibles à l'œil nu toujours, ou si on les voit très peu, ces petits duvets sont bien présents. Ça veut dire que si on arrive à relancer le cycle pilaire, ils vont reprendre de la vigueur, de l'épaisseur, redonner du volume et surtout, le cycle suivant, lui, va reprendre une durée de vie normale et redonner du volume et de l'épaisseur. Voilà. La deuxième, on va dire, conséquence d'un problème au niveau de l'augmentation de la DHT, c'est la diminution de la durée de vie du cheveu. C'est-à-dire, au lieu de durer 2 à 5 ans, le cycle pilaire va durer 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, on va avoir de plus en plus de cheveux dans le lavabo, on va avoir de plus en plus de cheveux sur les épaules, ça va être très traumatisant. On va avoir la chevelure qui va se dégarnir et ça va même, paradoxalement, conduire certains patients à
quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils se lavent les cheveux, ils voient beaucoup de cheveux dans le lavabo, du coup ils vont se laver moins les cheveux, pensant que le fait de se laver les cheveux va les faire tomber davantage. Ils vont donc avoir une moins bonne hygiène capillaire. Ils vont avoir un cuir chevelu qui va commencer à se graisser avec plus de sébum. Du coup, les petits follicules pileux vont avoir moins d'oxygénation, ils vont être moins bien vascularisés et le problème va se poser encore plus. Donc il est vraiment important, quand on a une chute de cheveux importante qui commence, d'avoir une excellente hygiène capillaire et de ne pas s'inquiéter du fait que les cheveux tombent au fond du lavabo. C'est juste qu'ils vont tomber tout de suite après le shampoing, alors qu'autrement ils seraient tombés tout doucement au fur et à mesure de la journée, un petit peu partout sur les vêtements. Mais le résultat serait le même au niveau du nombre de cheveux. Voilà. Donc, la solution, il n'est pas question, bien évidemment, c'est d'agir sur la formation de l'ADHT en régulant le taux de 5-alpha-réductase. Comme on l'a vu, il n'est pas possible, bien évidemment, d'agir directement. Attendez, j'ai un petit problème dans mes notes qui ne sont pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que si on agit sur la testostérone ou sur les hormones, on va forcément avoir des effets secondaires. Donc, ce qu'on va essayer d'avoir en priorité, c'est d'agir sur la 5-alpha-réductase, qui est cette enzyme dont la réunion avec la testostérone va produire la fameuse DHT qui va faire tomber les cheveux. Donc, le but d'un bon anti-chute capillaire, c'est de réguler cette fameuse 5-alpha-réductase. Alors quand je dis réguler, c'est important qu'il faut comprendre que c'est une fonction du corps comme une autre, et donc il faut la remettre à une zone normale. On ne peut pas éliminer une fonction du corps sans avoir des effets secondaires, donc le but, ça va vraiment être de la réguler, comme chez une personne qui n'aurait pas un problème de surproduction de 5-alpha-réductase. Alors, très rapidement, les autres causes de possibilités de chute de cheveux, c'est également le stress. Alors, c'est vrai, souvent, le stress, on en parle un petit peu comme le mal universel, il est responsable de tout. Alors, c'est vrai que le stress peut avoir des conséquences parce que plus de stress va faire une augmentation parfois de la production d'androgènes, donc ça peut avoir un effet sur le cheveu, mais quand même, il faut être bien conscient que le stress est pratiquement toujours un facteur aggravant, mais pas un facteur déclenchant. Donc si on a une sensibilité à la chose, forcément, le fait d'avoir du stress va un petit peu empirer les choses, mais si on n'a pas de problème de chute de cheveux, un stress seul ne peut pas suffire à faire une chute de cheveux qui va durer pendant plusieurs années. Voilà. Et après, nous avons bien évidemment la chimiothérapie et les pelades, mais ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce sont des problèmes médicaux suite à un traitement ou suite à des maladies auto-immunes, et là, c'est vraiment du ressort du médecin. L'anti-chute ne va pas vraiment pouvoir apporter une solution intéressante dans ce cas. Voilà. Je voudrais dire quelques mots aussi sur la chute de cheveux de l'homme et de la femme, qui est un petit peu différente quand même. Donc la chute de cheveux chez l'homme, elle a deux pics principaux pour les grandes chutes de cheveux. On peut avoir des hommes qui, après la puberté, donc à partir de 18 ans, vont perdre une grande quantité de cheveux. Dans ces cas-là, cela veut dire que les cycles pilaires vont se multiplier, se remplacer très très rapidement. On a des personnes dont les cycles pilaires vont passer de 2 à 5 ans, qui est la durée normale, à 6 mois. Donc on comprend vite que 6 mois par cycle pilaire, eh bien, en une dizaine d'années, on va utiliser énormément de cycles pilaires, il n'y en aura presque plus. C'est pour ça que les personnes qui ont une chute de cheveux importante jeunes vont avoir de très très grandes chances d'être chauves, avec des très grandes zones chauves, assez rapidement. Il y a d'autres personnes qui, jusqu'à peu près 30 ans, ont une chevelure à peu près normale et qui vont avoir exactement le même phénomène à partir de 30 ans, pendant quelques années. En revanche, une fois qu'on a passé 40 ans, en général, si on a encore une certaine masse de cheveux, on a très peu de chances de devenir complètement chauve. Alors bien sûr, il est possible que les cycles pilaires aient été un petit peu accélérés, donc on va commencer à avoir peut-être l'apparition d'une tonsure ou de golfe vers 45-50 ans, mais ça ne va jamais aboutir à une grande calvitie. En tout cas, dans tous les cas, il faut savoir qu'à partir du moment où les cycles pilaires s'accélèrent, on diminue le nombre de cycles pilaires qui restent. Il faut donc essayer de trouver une solution anti-chute le plus rapidement possible, car la seule chose qu'on peut faire avec un anti-chute capillaire, c'est agir sur les cycles pilaires qui restent. Donc plus il y a de cycles pilaires qui restent, plus on va pouvoir agir. Donc il faut agir très rapidement dès les premiers symptômes. Donc chez les gens jeunes, à partir du moment où ils savent qu'ils ont un problème héréditaire par les parents, par le frère, et qu'ils voient qu'ils commencent à se dégarnir, il faut commencer vraiment immédiatement. D'autant plus que ça a deux avantages. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'une chute des cheveux n'est pas constante, c'est-à-dire on va perdre beaucoup de cheveux pendant quelques années, et après ça va un peu se calmer. Si on est arrivé à préserver une certaine masse capillaire grâce à des compléments alimentaires pendant la durée,
un peu critique, où les cheveux vont énormément tomber, on va pouvoir, lorsque la chute va un peu se calmer, avoir encore une certaine masse de cheveux qui est restée. En revanche, si on a perdu tous ses cheveux, quand la chute va se calmer, de toute façon, il n'y aura plus rien à sauver. Donc malheureusement, ou heureusement pour d'autres techniques, il n'y aura plus que la possibilité de faire des greffes capillaires ou des techniques comme on va voir un petit peu plus tard. Voilà. Pour les femmes, c'est un petit peu différent. Alors, on est toujours dans des chutes de cheveux androgéniques, et là, il y a quatre possibilités pour une femme d'avoir un problème de chute androgénique. D'abord, après l'accouchement, il faut savoir que quand une femme est enceinte, elle va avoir une production beaucoup plus importante d'œstrogènes. Les œstrogènes, c'est les hormones femelles, et c'est nécessaire pour la conception du fœtus et pendant toute la grossesse. Quand la personne va accoucher, le taux d'œstrogène étant très élevé, le corps va essayer de remettre tout ça à niveau en produisant beaucoup d'androgènes. Comme il produit beaucoup d'androgènes, ça va avoir un effet sur la chute de cheveux. Et donc, on va avoir souvent, au moment de l'accouchement, une chute de cheveux assez importante. Alors, ce n'est pas si grave, parce que normalement, au bout d'un an, ça va se calmer. Mais c'est vrai que quand on vient d'accoucher, on a envie de redevenir belle, de redevenir séduisante, même si on l'était aussi beaucoup pendant la grossesse. C'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, on a envie... Non, mais c'est vrai. On est aussi très séduisant pendant la grossesse. Mais on a envie, une fois que la grossesse est terminée, de retrouver justement les signes de féminité plus traditionnels, pouvoir se rhabiller avec des vêtements plus moulants, pouvoir avoir une belle chevelure. Et donc, à partir de là, l'anti-chute peut aider à avoir plus rapidement de beaux résultats sur les cheveux. De plus, il faut savoir qu'au bout d'un an, normalement, le taux d'hormones mâles est redevenu correct par rapport au taux d'hormones femelles, mais que si on a des grossesses multiples qui se suivent, des fois le corps a quand même des difficultés pour rétablir ce taux correctement, et les anti-chutes vont permettre là encore de préserver la chevelure pendant toute cette période qui peut durer plusieurs années, de façon à ne pas épuiser trop de cycles pilaires à un âge où normalement on n'a pas encore de problème de cycle pilaire. Voilà. La deuxième chose, c'est bien sûr la prise de contraceptifs, parce que la prise de contraceptifs va avoir une influence sur la régulation des hormones mâles et femelles, donc ça peut avoir des conséquences provisoires sur la chute des cheveux. Mais surtout, le moment principal, c'est à partir de 40 ans, donc on sait que bien sûr les femmes ne sont pas ménopausées à 40 ans, mais les premiers symptômes peuvent apparaître à l'intérieur à partir de 40 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le taux d'hormones femelles, donc d'œstrogène, va très légèrement baisser, le taux d'hormones mâles, donc d'androgène, va très légèrement augmenter, et les personnes qui d'une manière héréditaire sont sensibles à ceci sur leur follicule pileux vont commencer à avoir leur chevelure qui va s'affiner. Alors, cette chute de la ménopause, qu'on appelle parfois cette chute hormonale, elle est facile à reconnaître par rapport à une chute carentielle ponctuelle. C'est que la personne a toujours eu d'assez beaux cheveux, et puis tout doucement, avec les années, elle a l'impression que les cheveux s'affinent de plus en plus sur l'ensemble de la chevelure. Voilà. Et là, dans ces cas-là, l'anti-chute, c'est véritablement c'est la population qui a le plus de possibilités d'avoir de très bons résultats avec l'anti-chute, parce qu'on est sur une chute qui s'étale sur des années et des années, on a le temps d'agir et on a la possibilité, parce que là on a quand même encore beaucoup de follicules pilaires, d'apporter vraiment une solution très intéressante en termes de volume. Et c'est ce qu'on recherche en général quand on a les cheveux qui se clairsèment, c'est récupérer du volume. Et enfin, la dernière chose dont j'ai parlé un petit peu de manière anecdotique aussi, c'est le dérèglement thyroïdien, dont beaucoup de femmes aussi peuvent être sujettes. Alors, il faut savoir que quand on a un dérèglement thyroïdien, ça peut agir sur la chevelure, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir en parallèle une chute ménopause classique. Et donc, l'anti-chute peut aider, mais il faut savoir que tant que le problème du dérèglement thyroïdien n'aura pas été régulé le mieux possible, les résultats seront moins bons. Mais il y aura quand même des résultats qui peuvent être très intéressants. Donc maintenant, nous allons parler rapidement des médicaments contre la chute des cheveux. Donc là, vous les connaissez tous. Les deux principaux, c'est le minoxidil et le finastéride. Donc ce sont les deux principaux traitements chimiques contre la chute de cheveux. Alors, ils sont intéressants parce qu'ils sont de deux types. Nous avons déjà le minoxidil, que tout le monde connaît, qui est un médicament dont le minoxidil, c'est la molécule. Il est sous diverses marques, Allostil, Allopexy. C'est un médicament qui est administré de deux manières, ou par voie orale ou par voie topique, c'est-à-dire par lotion.
Pour le cheveu, c'est que par voie topique, puisque par voie orale, c'est pour des problèmes de tension artérielle. Et donc, on va agir sur la vasodilatation des fibres musculaires et des vaisseaux sanguins. Alors, le problème quand même du minoxidil, ce sont les effets secondaires, qui peuvent être quand même importants, au niveau surtout de migraines, de démangeaisons, et aussi le problème que c'est un traitement à prendre à vie. Alors, tout à l'heure, on avait vu sur la petite séquence sur les greffes de cheveux qui pouvaient être intéressantes de donner du minoxidil à l'issue d'une greffe de cheveux. C'est sur des courtes périodes. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif parce que ça va aider. Mais si on le fait sur des périodes plus longues, ça peut être problématique. Alors je me suis permis tout simplement de citer le Vidal, que vous connaissez. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites sur le minoxidil, moi qui m'interpellent quand même un petit peu, je dois admettre. D'abord le fait que le mécanisme, je ne sais pas, le laser, c'est ici peut-être. Je ne sais pas où est le petit bouton, ça doit être ça. Voilà. Le mécanisme d'action n'est pas connu, ce qui est quand même toujours un peu embêtant quand on voit quelque chose. Mais surtout, c'est qu'à l'arrêt du traitement, la repousse cesse et le retour à l'état initial est prévisible sous 3 ou 4 mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le retour à l'état initial? Ça ne veut pas dire que quand on arrête de prendre le produit, les cheveux vont tout doucement se remettre à tomber. Ça veut dire que quand on prend le produit et qu'on l'arrête, en 3 ou 4 mois, on va revenir au stade où on aurait été si on n'avait jamais pris le produit. Donc vous imaginez le traumatisme de quelqu'un qui fait un traitement qui est quand même relativement contraignant, parce que c'est une lotion à mettre sur la tête tous les jours, et qui en quelques mois va perdre tous les bénéfices de plusieurs années de traitement. De plus, comme je vous dis, quelque part il faudrait faire le traitement à vie, mais comme on va avoir des problèmes en cas de maladie cardiaque par exemple, ou en cas de lésion du cuir chevelu parce que le produit va pénétrer dans le sang, on peut se poser la question sur la possibilité de faire ce traitement très longtemps. Le deuxième médicament le plus connu, c'est bien sûr la molécule finastéride, qui est plus connue sous les marques Propecia, Proscar, Finnair et tous les génériques habituels, Bayeul, Biogarant, etc. Donc là, c'est un médicament stéroïde qui agit sur l'inhibition de la 5-alpha-réductase. Donc quand je dis inhibition, ça veut dire qu'on élimine la 5-alpha-réductase, on ne va plus la réguler. Et comme souvent, quand on élimine une fonction du corps, on risque d'avoir des effets secondaires. Alors, autant le minoxidil, les effets secondaires restent quand même un petit peu, on va dire, raisonnables, autant personnellement, le finastéride, il faut quand même savoir que depuis 2012, l'agence du médicament, toujours c'est issu du Vidal, l'agence du médicament rappelle que le traitement peut être associé à des troubles sexuels, à une perte de la libido, à une perte de l'érection, mais surtout, le plus grave, et de l'éjaculation, pouvant persister après l'arrêt du traitement. C'est-à-dire que si on fait plusieurs années de finastéride et qu'on arrête le traitement, on peut, chez certaines personnes, ne pas avoir la possibilité de récupérer les fonctions problématiques. Donc c'est un petit peu, je dis toujours, c'est une petite anecdote, pas forcément de très bon goût, mais quelque part, on va vouloir avoir de très beaux cheveux pour pouvoir trouver peut-être la jeune fille de ses rêves, et puis une fois qu'on l'a trouvée, on se retrouve un petit peu bête parce qu'il n'y a plus grand-chose derrière. Voilà. Je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher. Par ailleurs, plaisanterie mise à part, il faut quand même savoir que l'agence toujours du médicament a rapporté des problèmes de cancer du sein chez l'homme suite au finastéride. C'est quand même pas tout à fait anodin. Chez l'homme, je dis bien. Donc dès qu'on a un petit peu d'écoulement du mamelon et qu'on prend du finastéride, il faut foncer chez son docteur. Et que depuis 2017, donc ça c'est quand même beaucoup plus récent, des cas de dépression commencent à être rapportés qui peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires. Donc là encore, c'est quand même pas tout à fait anodin pour un médicament qui est administré, qui doit être retiré de la circulation depuis un bon moment, mais qui continue quand même à être présent sur le marché. Et ça, c'est le Vidal qu'il dit, vous vous rendez compte, le Vidal, c'est-à-dire la Bible. Donc maintenant, on va passer sur les compléments alimentaires. Donc il existe, vous allez voir que c'est assez intéressant parce que j'ai divisé les compléments alimentaires en 2 types de compléments alimentaires pour la chute des cheveux, ceux que je qualifie, ça n'engage que moi, mais de fortifiants, et ceux que je qualifie véritablement d'anti-chute. Et on va voir que même si la communication est très similaire, c'est pas tout à fait la même chose, et on va comprendre aussi pourquoi. Donc, ici, il y a une étude qui a été faite dans 60 millions de consommateurs il y a quelques années. Alors, je pense que la plupart des personnes connaissent 60 millions de consommateurs, mais nos amis marocains peut-être pas, je ne sais pas. C'est un magazine de référence français, tout simplement, en matière de défense du consommateur et de dénonciation des petites magouilles parfois que peuvent faire les industriels ou que peuvent faire... Ils ont organisé un test sur les principaux anti-chutes du marché vendus en pharmacie.
Presque tous les produits testés ne contenaient en fait que des vitamines et des minéraux. Comme je vous en avais parlé sur la diapositive de la chute carentielle, quand je vous ai dit que quand on se promenait dans les pharmacies, on trouvait pratiquement que des fortifiants à base de vitamines et de minéraux, donc qui s'adressent plutôt aux chutes carentielles. Et le magazine arrive exactement à la même conclusion que nous. À l'exception d'Alpha Régul, sur lequel nous allons revenir un petit peu plus tard, nous avons au minimum émis des réserves sur tous les produits de cette famille. Or, vous pensez bien que 60 millions de consommateurs a pris en considération les antichutes les plus connus. Ils n'ont pas été chercher des antichutes anecdotiques. Voilà. Donc, la raison en est toute simple. C'est que dans le panel testé, seul justement le fameux alpha-régule comporte des actifs qui agissent sur la chute de cheveux androgénique, alors que tous les autres agissent sur la chute des cheveux carentiels. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que les autres produits sont mauvais, c'est de très bons produits pour la chute carentielle, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart. Mais le problème, c'est que la chute carentielle reste quand même un facteur qui n'est pas le facteur principal actuellement des problèmes de chute de cheveux. Voilà. Je pense qu'on peut passer directement à la suite. Voilà. Alors, ça c'est un petit côté un petit peu qui peut vous paraître un petit peu technique, mais croyez-moi, quand on a compris ce problème, on a compris tout le problème des antichutes en Europe et pourquoi ces fameux antichutes pour chute carentielle sont les principaux antichutes qui sont commercialisés. Il est essentiel de comprendre la loi européenne en matière de communication sur les compléments alimentaires. Alors, les promesses que l'on peut faire sur une boîte, donc un catalogue, une publicité, ce qu'on met sur son packaging, dans les magazines, dans les publicités, dans les vidéos, on appelle ça des allégations de santé. C'est le terme officiel. Elles sont régies elles ne sont pas du tout libéralisées, elles sont régies de manière très stricte, elles sont contrôlées en permanence par les services gouvernementaux. Donc en France, il s'agit de la répression des fraudes, la DGCCRF. Seules ces allégations sont autorisées. Ce qui veut dire quand même que même si on peut prouver, ça c'est depuis quelques années, ce n'était pas le cas il y a 15 ans, même si on peut prouver par une étude clinique, réalisée même contre placebo, en double aveugle, tout ce qu'on veut, que telle ou telle formule a une action sur tel ou tel problème, même si on trouve des tonnes d'ouvrages qui montrent que depuis des années et des années, une plante par exemple va agir sur telle ou telle fonction du corps humain, il est absolument interdit, sous peine d'amende monumentale pour les laboratoires et même de poursuites pénales contre le dirigeant du laboratoire qui peut finir en prison pour ça, pour publicité mensongère, d'en parler dans la communication et dans le packaging. Personnellement, ça me laisse un tout petit peu songeur quand même sur la liberté d'expression parce que si le produit était un médicament avec une étude clinique, il aurait le droit, et c'est normal, de montrer les résultats qu'il fait. Sur les compléments alimentaires, la loi l'interdit totalement. Nous sommes, voilà, ici. Alors, ce qui est aussi intéressant de savoir, ça c'est le premier point, c'est qu'il y a deux types d'allégations de santé. Alors, excusez-moi, décidément, ils ne sont pas très bien rangés. Donc, pour les vitamines et pour les minéraux d'un côté, pour les plantes de l'autre. Pour les vitamines et les minéraux, elles sont réglées par deux textes, je vous ai mis les références pour peu que ça intéresse. On s'aperçoit qu'elles sont incroyablement généreuses. Par exemple, on peut dire qu'on contribue au maintien de cheveux normaux, ce qui permet quand même de sous-entendre qu'on agit sur la chute des cheveux, si on apporte seulement 15% des apports recommandés journaliers de vitamine B6, ou de vitamine B8, ou de biotine, ou de zinc. C'est quand même très très pratique. En plus, les quantités sont infimes, 15% des AR, ça fait vraiment très peu. Et de plus, la liste des vitamines et des minéraux autorisés en Europe, elle est décidée, elle a été arrêtée, il n'y a pas de problème. Et la même chose pour les allégations, c'est-à-dire les promesses. Il y a une liste noir sur blanc qui autorise certaines promesses en fonction des vitamines et des minéraux qu'on met. Et on va voir qu'il n'en est absolument rien pour les plantes. Donc, l'avantage pour les industriels d'utiliser plutôt la cible de la chute de cheveux carentielle, c'est que ça va leur permettre de faire des comprimés pour pas très cher, parce qu'il suffit de mettre un petit peu de vitamines, en général ce sont des vitamines de synthèse en plus, et une petite quantité pour pouvoir faire un produit qui soit efficace en plus sur la chute. Les allégations, donc les promesses sont acceptées, c'est une liste figée, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de devoir changer régulièrement la formule, pas de risque non plus de devoir rappeler les boîtes si la loi change, parce que ça coûte très cher à un industriel. Et puis la dernière chose, les allégations sont suffisantes pour vendre le produit, sans mentir d'ailleurs aux consommateurs, mais encore une fois, on en est
sur la chute carentielle. C'est pour ça que j'ai dit quid des résultats, c'est-à-dire est-ce que vraiment on va avoir des résultats sur la chute de cheveux générale que la plupart des personnes connaissent. Pour les allégations de santé sur les plantes, donc là aussi elles ont leurs propres arrêtés, je vous ai mis ça. La liste des plantes est limitée à peu près à 200 plantes, mais c'est différent d'un pays de l'Europe à l'autre, ce qui n'est pas très pratique quand on veut exporter. Et en plus, la liste des allégations, alors là moi je trouve que c'est quand même un petit peu un gag, c'est-à-dire que les industriels ont proposé des promesses, et l'Europe a dit on ne peut pas statuer, on ne sait pas, donc on attend. En attendant, on vous autorise, mais à tout instant, on peut ne plus vous autoriser. Et en plus, de plus en plus, il va y avoir des limites, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire ça, mais on ne peut pas dire ça si on estime que c'est, par exemple, une maladie. Par exemple, on ne peut plus dire qu'une plante agit sur l'inflammation, parce que l'inflammation, c'est déjà du domaine de la maladie. Donc les choses se restreignent au fur et à mesure des années, mais c'est jamais très clair, on ne sait jamais quel va être l'avenir. De plus, la base de toutes ces allégations, de toutes ces promesses, elle n'est pas imprimée noir sur blanc, elle est disponible sur Internet et uniquement sur Internet, et à tout instant, il y a des petits articles qui disparaissent pour diverses raisons. Parce que l'allégation a été refusée finalement, parce que, non pas refusée, pardon, mais retirée par la personne qui l'a proposée, ou parce qu'on estime qu'elle va trop loin pour ce que peut faire une plante par rapport à un médicament, et elle va être retirée. Donc on comprend que les industriels en général qui veulent faire des produits, ils ont quand même besoin d'une certaine de coûts intéressants, mais surtout d'une certaine stabilité. Et avec les plantes, bien, on va avoir un coût de fabrication beaucoup plus élevé qu'avec les vitamines de synthèse, parce que les plantes, ça coûte cher. Il faut souvent en mettre un certain nombre d'extraits pour avoir de l'efficacité. On va avoir des allégations statuées à certains, ce qui fait qu'à tout instant, on ne sait pas si la formule ne va pas devoir être changée en urgence. Dans ces cas-là, il faut très rapidement éliminer les stocks qu'on a, parce qu'on ne peut plus rien en faire si on change la formule. Et surtout, c'est peut-être le pire de toute l'histoire, c'est que l'interprétation du phrasé des allégations diffère. Alors, le phrasé, ça veut dire la manière d'interpréter l'allégation. Il y a des inspecteurs. L'inspecteur de la répression des fraudes dépend du département dans lequel le laboratoire a son siège social. Donc si vous avez un inspecteur qui vient voir un laboratoire et qui lui dit « non, ça j'estime que ce n'est pas bien », vous allez devoir vous y conformer. Par contre, si un de vos concurrents qui est dans un autre département a un inspecteur qui est un petit peu plus ouvert à la discussion ou qui ne vient tout simplement pas le voir, eh bien, il va pouvoir continuer à le faire. Ce qui fait que vous risquez de vous retrouver avec une concurrence déloyale parce que, encore une fois, la loi n'est pas très claire, c'est fluctuant et c'est quand même assez problématique. Du coup, la plupart des industriels ne vont pas se diriger vers ce type de produits à base de plantes qui, eux, pourtant, ont beaucoup plus de possibilités d'agir sur la régulation de la 5-alpha-réductase. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un risque parce qu'on va avoir un produit qui va risquer de ne pas satisfaire le consommateur, encore une fois, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il ne s'adresse pas véritablement au problème qu'a le consommateur, et on va avoir une prise de risque plus importante. Par contre, si on a un produit qui marche sur le long terme, on va s'assurer de la satisfaction et donc de la fidélité d'un grand nombre de consommateurs sur le long terme, ce qui explique qu'il y a des marques qui ont émergé, comme justement, on va le voir tout à l'heure, les deux qu'on va vous présenter, donc le fameux Alpha Régule qu'on a vu tout à l'heure dans le 60 millions de consommateurs, qui était le seul qui était resté, et également l'autre produit qui s'appelle Bio5, qui est l'alternative bio à l'Alpha Régule. Et ces deux anti-chutes dominent le marché depuis environ 10 ans, enfin un peu plus longtemps pour l'Alpha Régule, puisqu'il a été lancé 5 ans plus tôt, si je me souviens bien. Voilà, donc ça, c'est les deux références actuellement des anti-chutes. Attention, 5 alpha-régulateurs, je dis bien, il y en a des bien plus connus sur le marché, qui ont une plus grosse force de vente, mais ils sont plus sur la chute de cheveux carentielle. Donc le premier, peut-être que Nathalie pourra en parler mieux que moi, puisqu'elle représente le laboratoire qui le commercialise. Alors en fait... vous avez un micro, c'est parfait. Oui, j'ai un micro. Alors, l'Alpha Régule a été lancé en 2003. Ça a été le premier complément alimentaire d'origine naturelle à lutter contre la chute des cheveux androgéniques. Donc l'avantage, c'est que pour la première fois, un complément alimentaire a bénéficié d'une étude en double aveugle comme un médicament, et avec succès. Donc sa base est à base d'actifs végétaux, des molécules qui sont présentes à l'état naturel dans l'organisme, donc sans effet secondaire, parfaitement toléré pour hommes, pour femmes. En 2003, l'Alpha Régule en fait avait été lancé. C'est un produit qui existe toujours, mais plus destiné maintenant à la vente à l'export.
Quelques années plus tard, nous avons lancé en fait 2 autres produits qui sont un petit peu plus spécifiques, l'Alpha Régule Homme, avec sa problématique et une composition qui lui est propre, et l'Alpha Régule Femme, avec une formule qui a été enrichie. Donc là, on va peut-être faire un tout petit point sur les expérimentations cliniques qui avaient été faites sur l'Alpha Régule. Donc à l'origine, à son lancement, c'est une véritable étude clinique qui a été faite en double aveugle contre placebo, menée sur 40 volontaires pendant 3 mois. Et on voit que les indices de satisfaction sont très importants, avec 88% de satisfaction et 45% de réduction de la chute. Et ici, oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est une étude faite contre placebo, la chute fortement freinée, une nette augmentation de la repousse et une efficacité prouvée exactement comme un médicament. Il faut savoir que normalement, maintenant, ce type d'étude, on a le droit de dire qu'il y a une étude, mais on n'est plus censé en donner les détails, puisque, encore une fois, on est sur un complément alimentaire, et que maintenant, seul le médicament a le droit de donner d'une manière publique les détails d'une étude de ce genre. Donc là, on va peut-être parler de la composition, Nathalie. Oui, tout à fait. Donc, dans la composition, vous avez deux alpha-réducteurs qui sont l'huile de pépins de courge et la racine d'extrait d'ortie piquante. On y a intégré également de l'huile de bourrage pour ses propriétés hydratantes au niveau du cuir chevelu et de la peau. La formule a été enrichie avec du zinc et de la vitamine B6. Alors, ce que je voulais ajouter un petit peu aussi, c'est que vous avez vu, il y a un alpha-régule homme et un alpha-régule femme. Alors, l'alpha-régule homme a un petit peu moins de vitamines, mais on a mis plus de régulateurs de 5-alpha-réductase. La version femme a un petit peu moins de régulateurs de 5-alpha-réductase, puisque c'est moins nécessaire, la femme ayant quand même une chute moins forte et aussi un taux de testostérone plus bas que celui de l'homme. Par contre, là c'est pas écrit sur le slider, mais on a rajouté également du fer, du cuivre et du sélénium. Voilà, on a vu que le fer était souvent important dans les chutes carentielles pour femmes. Alors, on va dire pourquoi chute carentielle. C'est parce que même si on a une chute androgénique, il n'est pas impossible, surtout à partir de 40 ans ou après une grossesse, qu'on l'accumule avec une petite chute carentielle. Mais encore une fois, c'est un plus, ce n'est sûrement pas le principe de base de l'antichute. Voilà, et puis on va parler de Bio5. Donc Bio5, lui, a été lancé, fait 10 ans cette année. Donc c'est un produit qui est assez similaire, on va dire, à l'alpha-régule, puisqu'il agit un petit peu de la même manière, donc avec une régulation et non une inhibition de la 5-alpha-réductase, c'est-à-dire la remettre à un taux normal, ce qui va permettre d'éviter les effets secondaires, style libido et autres. On va avoir la particularité du Bio5, c'est que lui, par contre, c'est un produit bio, qui est certifié par EcoCert. Et ça, à partir du moment où on fait un produit naturel, c'est aussi un plus important qu'on voulait mettre en avant. Donc la formule est à base de cette plante. On retrouve la racine d'ortie, qui est un grand classique dans les 5-alpha-régulateurs. L'huile de pépins de courge a été remplacée dans le Bio5 par la partie aérienne d'épilobe. Alors, ça a été fait parce qu'à vrai dire, la 5-alpha-réductase, il en existe une de type 1 et de type 2, et avec ces deux plantes, ça permet d'agir sur le type 1 et sur le type 2. Et ça, c'est quand même une particularité unique de ce complément alimentaire par rapport à d'autres du marché. Et puis, on a de l'extrait de prêle qui va favoriser la croissance, ce qui est quand même important. Voilà. Et au niveau de la vitamine, l'intéressant de ce produit aussi, c'est que normalement toutes les vitamines sont des vitamines de synthèse, parce que des vitamines naturelles, c'est pas possible à obtenir en règle générale. Et là, il a été possible de trouver des vitamines issues du goyavier, du basilic sacré, du citron et de la cérola, qui permettent d'avoir des vitamines du groupe B et C, qui sont enfin complètement naturelles et bio. Et ça aussi, c'est le seul et unique anti-chute du marché qui a des vitamines bio et issues de plantes de tout le marché français. S'assure, d'européens aussi, je pense. Voilà. Donc l'avantage, pas de vitamines de synthèse, et bien sûr une garantie totale de 100 nanoparticules. Et on sait que les nanoparticules, en ce moment, on en parle souvent. Voilà. Donc on a aussi également une action sur la chute carentielle un petit peu. La vitamine C pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins, donc une meilleure vascularisation. La vitamine B6 qui contribue à la synthèse normale de la cystéine, qui est un acide aminé, et puis surtout la vitamine B2 aussi, qui est intéressante puisqu'elle va agir contre le stress oxydatif, c'est-à-dire l'excès de radicaux libres. On sait que les radicaux libres, c'est aussi un petit peu comme le stress de la mère, je trouve, la mère de tous les maux. Voilà. L'autre intérêt également, c'est le dosage. Bon, à l'origine, c'est un produit qui avait été dosé à 500 mg, puis à 1000 mg. Il avait semblé impossible de dépasser les 1000 mg en gardant la posologie. Et là, en utilisant des extraits plus fortement dosés et surtout en éliminant le maximum les excipients par de nouvelles techniques, on arrive à avoir 1400 mg d'actifs. Donc là, on est sur le produit le plus dosé du marché en termes de dosage en complément alimentaire. Voilà.
Et puis le dernier avantage, c'est un seul comprimé par jour. Alors ça semble anecdotique, mais c'est un petit peu amusant aussi. On s'aperçoit que les dames, prendre un complément alimentaire matin et soir, c'est pas un problème parce qu'elles sont très motivées. Les messieurs, ils sont très motivés pendant 2 jours. Et en général, le comprimé du soir, il risque de passer à la trappe assez rapidement. Et dans ces cas-là, ce qui est embêtant, c'est que la personne ne va pas avoir les résultats escomptés, alors que pourtant, le produit est excellent. Donc là, c'est passé à un comprimé par jour, on le prend au matin au petit déjeuner et on l'oublie. Donc ça peut être un plus, c'est pas essentiel, mais chez certains messieurs qui ont des petits problèmes de prise le soir. Voilà. Et puis alors, après pour moi, ce n'est pas 2 produits concurrents du tout, parce que l'Alpha Régule, c'est vraiment un produit qui a un look médicamenteux avec des blisters qui va être distribué en pharmacie. Le Bio 5, c'est plus pour les amoureux du bio, c'est comme un complément alimentaire, des petites pilules. Il y a une clientèle pour les deux. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés par le côté pharmacie, d'autres qui préfèrent au contraire un produit naturel qui va être pris sur le long terme. Et c'est pour ça que Bio 5 à l'origine a été distribué dans les boutiques bio, même si maintenant, de par son dosage, il arrive aussi en pharmacie. Voilà. Je voulais parler très vite avant de clore des solutions topiques, mais vraiment très rapidement. Alors les solutions topiques, c'est les shampoings, c'est les lotions, c'est les baumes. Alors ça ne va pas apporter, à mon avis, quand on a une chute de cheveux importante, une solution définitive, mais ça va apporter un vrai plus, ça va apporter du confort et ça va apporter aussi une solution mécanique immédiate. Je vais vous expliquer ça en quelques secondes. Donc, on a pensé que l'intéressant, puisqu'on a parlé de l'Alpha Régule et du Bio 5, c'était de voir aussi ce qu'il y avait dans la gamme. Donc, pour l'Alpha Régule, c'est la lotion. La lotion homme ou la lotion femme, donc qui permet d'apaiser le cuir chevelu, de l'hydrater, d'avoir des cheveux beaucoup plus souples, plus faciles à coiffer, plus brillants également, de regainer la chevelure. Voilà, alors là, l'avantage aussi d'avoir des actifs 5-alpha régulateurs qu'on va mettre directement à la base du cheveu, parce que le follicule pilaire lui-même étant sensible à la fameuse 5-alpha réductase, d'agir par voie externe, ça peut apporter un vrai plus. On va agir aussi contre la séborrhée, et comme vous le savez, un cuir chevelu propre et en bonne santé, encore une fois, si le cuir chevelu a de la séborrhée, que les bulbes pilaires baignent dans le sébum, ils ne vont pas être vascularisés, pas être oxygénés, ils vont être moins beaux. Voilà. Et du côté Bio 5, là, je voulais parler plutôt du shampoing. Donc là, c'est pareil, un shampoing de la même manière qui a des actifs qui vont agir directement sur la racine du cheveu. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans ce type de produit, ce shampoing comme d'autres, c'est qu'on va agir de manière mécanique. Alors je vais vous expliquer comment. Bon, la plupart des shampoings bio du marché en général, comme ils n'ont pas d'agents tensioactifs et autres, ils ne vont pas nettoyer énormément, ils vont mal démêler. Donc le gros avantage de ce produit, c'est pour ça qu'on peut parler d'anti-chute aussi, outre les plantes qui agissent sur la racine du cheveu, c'est que là on va avoir un produit qui va démêler et qui va nettoyer aussi bien qu'un shampoing traditionnel. Et donc du coup, on va avoir au séchage une impression de gonflant immédiat. Parce que quand on prend un anti-chute capillaire, ça met quand même plusieurs semaines à agir, tandis qu'avec ce type de shampoing ou ce type de lotion, immédiatement, une fois les cheveux lavés, on va avoir du volume. Et beaucoup de femmes, c'est ce qu'elles cherchent avant tout, c'est du volume. De plus, si on a les cheveux fins, on a tendance à avoir un petit peu d'électricité statique, donc les cheveux qui vont un petit peu dresser au séchage. Et là, grâce à des propriétés antistatiques qu'on peut mettre dans ce type de produit cosmétique, on va plus avoir ce problème de cheveux qui volent à la moindre au moindre souffle de vent, voilà. Et puis, comme tous ces produits, quand ils sont de bonne qualité, ils vont apaiser le cuir chevelu. Il faut savoir qu'une personne qui perd ses cheveux a souvent un cuir de chevelu un petit peu irrité. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de pouvoir apporter du confort. Voilà. Et enfin, le dernier point qu'on va survoler rapidement, c'est l'interaction des anti-chutes capillaires et des greffes de cheveux. Je pensais que pour une conférence comme aujourd'hui, c'était vraiment intéressant de souligner parce que ce n'est pas du tout des produits qui sont les uns contre les autres. Au contraire, c'est des produits complémentaires. Donc pour moi, c'est vraiment le duo gagnant. Et dans 2 types de cas. La première, c'est quand on envisage une greffe capillaire, on va pouvoir prendre des anti-chutes pendant quelques semaines avant pour renforcer au maximum les cheveux qui vont être greffés. Et surtout, à l'issue de la greffe, on va pouvoir faire une cure de 3 mois, par exemple, qui va permettre tout simplement aux cheveux greffés de pousser plus rapidement et d'être de meilleure qualité. On sait que les cheveux, après une greffe, parfois tombent ou sont très courts. Ça va permettre de retrouver une densité plus rapidement. Mais surtout, c'est sur le long terme. Il faut savoir que quand on fait une greffe capillaire, et on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, on ne va pas forcément en faire qu'une dans sa vie. Il est possible qu'on ait envie de faire une autre greffe pour avoir plus de volume, mais il est aussi possible de faire une autre greffe parce que quand on a
greffer une zone, ça ne veut pas dire que les zones non greffées vont arrêter de tomber. Il est possible qu'une chute de cheveux continue sur les zones qui n'ont pas été greffées. Il est donc important de faire en sorte que ce soit le moins cas possible et surtout d'optimiser la zone donneuse, parce que cette zone donneuse, elle va nous permettre de greffer plus tard si on en a besoin, ou pour gagner en volume sur les zones qui ont déjà été greffées, ou pour couvrir des zones qui ont besoin d'être greffées entre le temps où on avait fait la première séance de greffe et le jour où on veut en envisager une deuxième. Voilà. On va pouvoir donc optimiser la zone donneuse si le patient le désire. Et ce sera tout. Merci.